Alors, normalement, comme pour la table ronde précédente, on va avoir quelques exemples. Je vais vous demander en fait, peut-être rapidement, chacun votre tour, de vous présenter. Moi, je sais qui vous êtes, mais les gens dans la salle et qui nous suivent sur Internet, pas forcément. On va commencer par vous, Jean-Marc Piaton. Bonjour, moi je m'appelle donc Jean-Marc Piaton. Je fais tâche un peu dans cette assemblée parce que je suis venu aux aménagements intérieurs de bateaux un peu par hasard. C'est pas mon métier numéro un. Je travaille sur l'image des marques et c'est en travaillant sur l'image des marques que j'ai travaillé pour des marques qui faisaient des bateaux et voilà. Bruno V. Pardon. Excusez-moi, non, Franck Oui, Darlet. Franck Darnay, bonjour. Moi, je viens d'une petite société d'architecture intérieure à Nantes. On est 5 et on travaille aujourd'hui 30% pour la plaisance, à peu près. 30 à 40% pour la plaisance française, à peu près 30% pour le super yacht, 100% à l'export, et encore 30% d'architecture classique terrestre, ce que j'appelle. Voilà. Sinon, de par mon expérience précédente, j'ai travaillé 6 ans au groupe Finot, donc j'ai une petite connaissance du monde de la course. 6 ans, c'est voilà. pas petit. Ouais. Non, mais... Bruno V. Bonjour, donc moi je m'occupe d'une entreprise d'agencement intérieur, qui est donc une entreprise de 120 personnes qui fait aujourd'hui 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 3 grands métiers qui sont les boutiques de luxe pour les marques françaises dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, les aménagements pour des villas de prestige et des hôtels particuliers pour des clients qui ont aussi généralement un bateau et un avion, et l'aménagement intérieur de yachts, sachant que cette activité qui a représenté jusqu'à 35% du chiffre d'affaires est passée à zéro aujourd'hui depuis 2008. Voilà. Et je pense que c'est révélateur de ce qu'est le yacht en France aujourd'hui, enfin, la construction du yacht en France aujourd'hui en tout cas. Voilà. Alors, on va y revenir juste après. Rapidement, pour que. Alors, ça, c'est. Lequel d'entre vous? Ça, c'est un appartement privé pour un client sur le front de mer à La Baule. D'accord. Un autre appartement privé, voilà, un chalet qui a coûté 32 millions d'euros à Courchevel. Pas que pour l'aménagement intérieur, tout le chalet. Non, 32 millions d'euros, c'était le budget du chalet, oui, y compris la construction. Mais c'est le prix du mètre carré le plus cher au monde en termes de taux d'occupation. Voilà. La base VIP d'Alain Guy pour la Coupe de l'América à Valence. Encore, ça c'est également la même chose. Un yacht fait chez Quash. Un autre yacht fait chez Quash. Voilà. Netanya 7, donc fait chez CMN à Cherbourg. Only Now, où on avait travaillé donc, en sous-traitance d'un agenceur malheureusement disparu depuis. Et un A319 privé pour la fille de l'émir du Qatar. Le casino de Monte-Carlo pour l'SBM à Monaco. Pardon, je suis allé un peu vite. Voilà. Ah, là, il y a une petite déformation d'image, mais bon, c'est Nantilus, le projet sur lequel Laurent Mermier, je crois, a travaillé aussi pour un restaurant sur une barge à Nantes. Et là, c'est plus moi. Alors ça, c'est l'aménagement intérieur, la cabine propriétaire d'un voilier, d'un CNB 86, qui a donc été construit en 2009. Ça, c'est une autre cabine d'un bateau donc d'un particulier par définition. On peut passer à la suite, même chose. Ça, pour le coup, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur les aménagements de bateaux. C'est une compagnie à Paris qui a fait 1, puis 2, puis 3, puis 8 bateaux, en général des péniches, voire des barges, achetées aux Pays-Bas et transformées en yachts. Et la société s'appelle Yacht de Paris. C'était fait avec un garçon qui s'appelle Olivier Flao, qui est designer naval nantais. Et dans un refit de ces bateaux, il y a quelques années, on a repris l'aménagement intérieur pour, comme on dit, upgrader l'ensemble et faire une prestation qui fasse penser aux touristes parisiens qui viennent dîner sur le bateau, qui sont sur un yacht privé. Et c'est à cette occasion que j'ai travaillé avec des architectes, enfin pas des architectes, on appelle ça des charpentiers de marine formidables qui m'ont fait goûter au plaisir de travailler sur ces formes complexes que sont les bateaux. Voilà. Et le bateau que vous voyez là, l'image de synthèse, c'est le projet en cours de réalisation du CNB 76, qui est donc un bateau de petite série destiné à être construit à 6 ou 7 exemplaires par an si tout va bien, et qui vient prolonger le CNB 60. Et donc vous voyez quelques détails d'aménagement. Voilà.
Oui, Alors ça, là, on c'est est moi. chez vous, Franck Dardet. Voilà. Non, ça, c'est un yacht. Donc, aujourd'hui, il y a 90% des yachts sur lesquels nous avons travaillé à l'agence sont été faits à l'export, notamment beaucoup en Turquie. La Turquie est un des bateaux, un des pays qui fonctionne bien aujourd'hui dans la construction de yachts. C'est eux qui le progressent le plus actuellement dans le monde. Ça, c'est un bateau qu'on a fait chez eux qui s'appelle Africa. Celui-là, il est très peau de zèbre et peau de vache. Hein. Exactement, exactement. C'était pour un client C'est un cow-boy. sud-africain. C'était pour un client sud-africain qui a voilà, sa maison était entièrement noir et blanc, pour tout vous dire. Donc, 500 mètres carrés noir et blanc. Donc, on a reproduit le yacht qu'il souhaitait. Et ça, c'est le sister ship de ce bateau, un projet qu'on réalise en ce moment dans ce chantier turc. Ça, c'est des bateaux de combien de pieds 45 mètres, ça fait. C'est à peu près 130 pieds. 147 pieds exactement. 140 pieds. Donc voilà, donc on réalise entièrement la décoration, les images à l'agence. Donc ça, c'est un projet qui a été. En fait, il y a plusieurs façons de travailler. Soit on a un client qui vient à nous et qui souhaite qu'on lui fasse un bateau avec une déco spécifique. Dans ces cas, le client peut ne pas avoir encore choisi son chantier naval, c'est plutôt assez rare. On va venir après sur la manière dont vous travaillez. Ouais. Ouais. Je finis quand même. Allez-y. Soit, comment dire, on travaille pour un chantier naval, en l'occurrence c'est le cas. Là, on a fait des images pour un chantier naval, et ces images ont été ils sont sorties dans la presse, et c'est de cette façon-là qu'on a pu attirer entre guillemets des clients. Ça se fait énormément en ce moment. En fait, ce qui nous manque, on est tous là, mais on parle beaucoup, mais ce qui nous manque vraiment aujourd'hui, c'est les clients, quoi, c'est clair. Donc, donc ça, c'est le même bateau dans une déco complètement différente, noir et blanc, contemporaine aussi. Voilà. Et ça, on fait également du style extérieur, même si on le fait à petite dose, on propose en fait des concepts à partir d'une coque dessinée par des architectes. Voilà. Ça, c'est un bateau de 60 mètres également, déco contemporaine. Voilà. Bon, ça, c'est un peu du délire. Je vous explique, au-dessus de la cascade d'eau, vous avez un jacuzzi et la cascade descend dans la piscine au-dessus. Descend dans la piscine, voilà. Donc, c'est pas réalisé. Je pense pas que ça soit réalisable, mais ça fait rêver les clients. Parce que les jacuzzi, en fait, c'est vrai, il y a vraiment des bateaux avec des jacuzzi, quoi. Ah bah, tous les bateaux ont un jacuzzi. Ah, pardon. Ok, autant pour moi. Ah, non, mais il y a à partir de 30 mètres, tous les bateaux ont un jacuzzi, c'est évident. Et à partir de 50, 60 mètres, là, vous avez vu des bateaux avec une piscine. Ça, c'est une piscine, c'est pas vraiment un jacuzzi. Mais La cascade. oui, avec la cascade au-dessus. Bon, ça c'est pas encore fait, la cascade. Non, ça s'est déjà fait. C'est assez difficile à mettre au point. On imagine le roulis. Bon, c'est l'image carte postale. Mais on fait rêver les clients. C'est avant tout ça qui est important. Il faut vraiment faire rêver les clients. Ça aussi, vous avez une piscine, vous voyez, qui est tout en longueur. Le client souhaitait pouvoir nager dans sa piscine. On a donc une piscine avec un courant. Ah, bien sûr. Mais c'était un client russe. Il souhaitait quand même pouvoir nager facilement. Donc voilà, avec le fond qui se remonte et qui couvre complètement le cockpit. Donc on a soit la piscine, soit un pont complètement libéré. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en fait on voit bien que la principale spécificité de ce marché-là, du monde de la grande plaisance, qu'on ne connaît pas sur les marchés habituels sur lesquels les gens qui sont dans la salle évoluent, c'est l'aménagement intérieur. Parce qu'après tout, c'est pas vous intervenant dans cette compétence particulière qui incarnez la spécificité de la grande plaisance. L'aménagement intérieur sur les bateaux de course, il n'y en a pas, et moins il y en a, plus c'est course. Dans la plaisance, maintenant, c'est relativement bien maîtrisé. Est-ce que c'est pas vous qui en fait incarnez la spécificité de ce secteur? Est-ce que le client, il va arriver, et après tout, une coque, c'est une coque pour lui. Peut-être qu'il s'y intéresse un peu, il va dire, je la veux avec une étrave droite, je la veux un peu assez large, mais pas trop à l'arrière. Il va peut-être avoir un peu des desiderata, mais qui sont assez généraux. Mais par contre, le seul secteur sur lequel il peut réellement s'exprimer, c'est l'aménagement intérieur. Je vais juste dire un mot, parce que je ne suis pas un grand spécialiste à nouveau, je ne connais pas suffisamment les clients, mais je dirais qu'il y a déjà une grande différence entre les clients qui achètent des voiliers et ceux qui achètent des bateaux moteurs. Dans les attentes et dans le comportement, ça n'a, je pense, franchement rien à voir.
bien qu'il y ait des voiliers géants qui commencent à avoir des aménagements dignes des plus gros bateaux à moteur, globalement, quelqu'un qui aime la voile, il sait qu'il va disposer d'espaces beaucoup plus restreints, à taille égale, et qu'au fond, il faut tenir compte des spécificités d'un voilier en termes voilà, ça ne remue pas de la même manière, ça ne se comporte pas à la mer de la même manière. Et mentalement, ce sont des gens qui aiment la voile au moins autant que le bateau, pour ne pas dire qu'ils ne mettraient pas leurs pieds souvent sur des bateaux à moteur. Et je pense que ce sont des clients très différents. Je connais mal les clients des yachts dont Franck parlait tout à l'heure, et dont les projets montrent bien que c'est une espèce de délire, d'expression de richesse, alors qu'il y a plus de demandes de performance. En général, les gens qui ont des voiliers aujourd'hui, c'est ce que moi je ressens, c'est qu'ils cherchent de la vitesse et des bateaux performants, donc avec des coques de plus en plus, l'aspect architecture navale est déterminante, les matériaux sont déterminants, le poids compte énormément. Et pour revenir juste sur la discussion que vous aviez tout à l'heure, on a beaucoup parlé des anglo-saxons. Il se trouve que j'ai mené pour la marque CNB il y a quelques mois une étude assez intéressante auprès de 50 personnes physiques, des brokers, comme on parlait, des chantiers navals, des gens qui font des refits de bateaux, des propriétaires et des skippers. Et ce qui ressortait globalement, c'est que d'une personne sur deux, en gros, le Made in France est une tâche difficile à porter. Et je ne crois pas que ce soit une histoire de luxe. Bien sûr, vous avez tous dit, et c'est vrai que le luxe est français, dans la maroquinerie, mais dans l'industrie, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans quelque chose qui est lourd, solide et je sais pas quoi, industriel, cette qualité-là, elle est reconnue aux Allemands, aux Hollandais, dans une moindre mesure aux Anglais, mais peu aux Français. Franchement, et c'est vrai que je souscris tout à fait ce que disait tout à l'heure Marc Van Peteghem, c'est que je pense que c'est le plus gros défaut de notre industrie navale, c'est de ne pas avoir une image de qualité, et que pour toutes les entreprises qui veulent passer de la technologie formidable que vous développez en termes de coque et de savoir-faire industriel, c'est de lui donner une qualité perçue qui est effectivement dans de l'image absolue, parce que je pense que la qualité perçue est moins bonne en France pour des tas de raisons que je pense qu'on explique assez facilement, mais ça nous éloigne trop du sujet. Mais voilà, je termine sur ce point. Alors, je voudrais quand même qu'on reste sur les aménagements intérieurs, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de cette thématique-là avant. Donc, je repose ma question initiale. Est-ce que, du coup, dans ces projets très complexes, la partie aménagement intérieur, c'est pas celle qui incarne réellement la spécificité de la grande plaisance? Vous l'avez bien montré, en fait. Il n'y a que sur ces bateaux-là qu'on trouve ce type de choses. Évidemment, même si en fait, c'est variable en fonction du client, mais disons que le client s'intéresse évidemment beaucoup aussi aux performances, notamment à la moyenne, sa consommation, etc., le confort du bateau sur ce type d'unité. Mais disons que l'aménagement, c'est le seul point où il va pouvoir se raccrocher à quelque chose qu'il connaît déjà. Qu'il connaît, ou en tout cas qu'il appréhende. Le reste, c'est vraiment de la technique. C'est-à-dire qu'un bateau comme ça va faire 14 nœuds de moyenne ou 15 nœuds de moyenne. Il ne sait pas comment faire pour faire en sorte qu'un bateau gagne un nœud ou consomme 10% de moins. Il ne sait pas comment faire. Alors que l'aménagement, il a son avis sur la question, et donc ça reste complètement à sa portée, ou à portée de madame. Bruno Huet. Déjà, en termes de poids économique sur la construction d'un bateau, généralement, l'agenceur est le deuxième budget avec la peinture. Il y a le chantier naval qui construit la coque, et généralement 20% de la valeur ajoutée du bateau, il en sous-traite 80%. Et dans ces sous-traitants, c'est vrai que le budget aménagement intérieur est souvent le premier gros contrat. C'est-à-dire que sur un bateau qui vaut 100, l'aménagement intérieur, ça représente 20. D'accord. 20 à 25% du budget d'un bateau, c'est l'aménagement intérieur. Ouais. Bon, après, il faut aussi bien prendre en compte une chose, c'est qu'on parle tous de yacht, et le yacht, c'est très très large, quoi. C'est-à-dire qu'un bateau de 35 mètres ou 40 mètres fabriqué en petite série, ou en tout cas dont la coque est faite en série, est aménagé sur mesure par un client. Je donne le nom de Quash, qui est une marque qui fait quand même référence en France sur ce marché-là. C'est un yacht. Mais ça n'a rien à voir avec un one-off de 100 mètres, dont la culture industrielle et la conception est plus proche d'un paquebot que d'un yacht, enfin que d'un yacht Quash en tout cas. Et au milieu de ça,
Un monocoque CNB, c'est encore une autre chose. Un catamaran, moi j'ai fait l'aménagement de Lady Barbaretta qui avait été fait chez Jean-Marie Vore et CMN à l'époque, où là c'était vraiment encore complètement autre chose. On avait un client qui avait vraiment des contraintes de poids et qui étaient très très bien traduites par ses avocats dans le contrat avec le chantier. C'est-à-dire qu'il avait carrément une clause de refus du bateau à la livraison s'il ne faisait pas 25 nœuds à la voile. Bon, on a été jusqu'à faire des aménagements intérieurs avec des trous dans les fonds des tiroirs pour gagner du poids. Ah non, mais c'est-à-dire qu'on faisait les tiroirs, les fonds de tiroirs en grillage pour gagner du poids. Et à côté de ça, on avait 500 bouteilles de vin dans la cave. Voilà. Mais c'est normal. Vous les avez fait les 25 nœuds? Je pense parce que le bateau a été livré. Donc moi, j'étais pas à bord, mais en effet, le chantier a dû les atteindre, les 25 nœuds, puisqu'il n'a pas été refusé. Du coup, quand on fait le métier qui est le vôtre, qui est l'interlocuteur? Ça reste le chantier ou vous faites partie du coup des gens qui ont le client en direct, ou alors, comme l'a précisé Franck Darnay, la femme du client? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment du client. Il y a deux cas spécifiques. Soit on est l'interlocuteur, soit le client nous choisit, l'armateur nous choisit. Et dans ces cas-là, donc on est en relation directe avec lui et tout passe par lui. Soit, en l'occurrence, aujourd'hui c'est 80% de mon cas, c'est le chantier naval avec lequel on travaille, mais encore une fois, ça dépend. Et dans ces cas-là, mon client est le chantier naval. Et donc on a quand même des relations directes avec le client et on essaie de défendre son intérêt, mais pas comme un project manager. On défend notre projet déjà, et on essaie que tout se passe bien entre la réalisation d'un bateau comme ça, effectivement complexe en termes d'aménagement, de style, et en même temps, il faut que toute la technique rentre dedans et qu'elle soit invisible, quoi. Jean-Marc Piaton? Le bateau sur lequel je travaille actuellement, il a une particularité par rapport à ceux dont on parle, c'est qu'il est destiné à être vendu de série, en petite série certes, mais donc il va être vendu dans un salon avec des options mais relativement limitées en termes de couleur, de bois ou de détails de cette nature. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il plaise au plus grand nombre, ce qui n'est pas du tout la même logique que d'avoir un interlocuteur personne physique dont la femme aime le rose et le Qui veut des potes de léopard. Voilà. Donc c'est une contrainte que je trouve plus proche de ce à quoi moi je suis habitué à travailler, c'est-à-dire de faire de ce bateau un CNB. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des Jeannot, des Coache, etc., je crois que les marques, quand on achète une marque, on achète quelque chose qui est une espèce d'immatériel, une image qu'on se fait. Je pense que CNB a une image dans son univers assez particulière, et notre métier, c'est d'essayer de restituer cette image par les aménagements, parce qu'on en ressent quand on rentrera dans le bateau, et c'est ça notre objectif, c'est de se dire par rapport à ce qu'est CNB et à sa clientèle, et ce que sa clientèle normalement recherche, est-ce qu'on est faire au mieux. Et je trouve que c'est extrêmement difficile, parce que je trouve que les contraintes que j'ai découvertes dans cet univers sont infinies. J'ai un plus grand respect pour les gens qui travaillent dans cet univers, parce que je trouve que on ne mesure pas, quand on n'y est pas habitué, à quel point c'est contraignant et difficile. Mais je trouve que le résultat final est beaucoup plus... Enfin, c'est idiot de dire ça. Il n'est pas plus intéressant quand c'est pour une marque. Mais pour un particulier, on peut faire des délires qui sont souvent... on aime ou on n'aime pas, parce que c'est que très subjectif. Alors que quand on a la sanction de la vente, c'est-à-dire un bateau qui se vend bien, parce que, en l'occurrence, celui dont on parle, il est fait par Philippe Briand, donc c'est une vraie référence dans cet univers. Si les aménagements plaisent, si les femmes qui visitent, parce qu'effectivement la femme compte pas mal, elle est même déterminante, parce que sur les voiliers, c'est vraiment un joujou de son mari. Et il y a peu de femmes qui achètent des voiliers par plaisir. Donc elle va devoir passer 15 jours de vacances à se faire tournicoter dans tous les sens. Et donc son mari va faire en sorte qu'elle soit confortable dans le bateau et qu'elle apprécie. Voilà. Donc on est content si on réussit ça. Bruno V, sur la relation avec le client, vous avez eu des expériences variées, j'imagine? Oui, très variées. Bon, contractuellement, mon client, c'est le chantier. Moi. Je suis sous-traitant du chantier, et il m'est arrivé sur les vingtaine de bateaux que j'ai eu à aménager, une fois où le client nous a amenés au chantier. Mais parce qu'on avait déjà fait son bateau précédent et qu'il s'était créé une relation particulière. Sinon, déjà, nous, clairement, on a comme interlocuteur le chantier naval, et on a des discussions bassement matérielles de vendeurs et d'acheteurs.
C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a soi-disant nos limites, où les clients veulent du rêve, mais le rêve, il a un prix et qui se négocie à l'euro près. Avec une Vous êtes le gars concurrence. qui les fait redescendre les pieds sur terre, quoi. Non, moi, j'ai aucune prétention. Moi, j'ai en face de moi un acheteur industriel qui achète de l'aménagement de yacht comme il achète des tuyaux ou des pipelines, du piping pour la clim au kilomètre. Et à part quand il y a un grand nom du design qui impose ses prestataires, et là, je vais éviter de repartir dans le débat de la solidarité et du travail en meute, parce que clairement, on ne sait pas faire. Clairement, moi, je me suis fait éjecter de projets par des designers anglais, avec qui on avait déjà travaillé auparavant, avec qui on avait des relations très cordiales, voire même amicales, mais qui, le jour où ils ont un ascenseur à renvoyer, le renvoient aux gens avec qui ils travaillent depuis tout le temps, le monde anglo-saxon. C'est tout. Et je vais raconter l'anecdote rapidement. J'ai fait le premier bateau chez CMN de la série des 60 mètres, là, enfin, Cloonline, Slipstream. Donc on a fait le premier, en association avec un autre agenceur qui s'appelle Chantier Baudet. J'étais assez content parce que c'était la première fois en 20 ans qu'on travaillait ensemble. Mes prédécesseurs n'avaient jamais réussi à s'entendre. On a réussi à faire ce bateau avec une pseudo Dream Team à la française, donc un chantier naval, 2 agenceurs français. On va montrer au monde qu'on sait faire des bateaux aussi bien que les Allemands ou les Hollandais. Bon, on avait un designer anglais, hein, je suis désolé, mais et puis c'est lui qui avait amené le client en même temps, donc on pouvait pas faire autrement. On a fait le premier, ça a été une réussite et reconnu par tous. Et ensuite, le chantier a signé 2 autres bateaux avec ce designer anglais qui a amené le client, hein, qui clairement, il avait une signature et sa signature représentait peut-être, quel pourcentage du prix du bateau, mais voilà. Et là, en négociation, le client a écouté son designer qui lui a conseillé de prendre des Autrichiens qui étaient quelques dizaines de milliers d'euros, c'est-à-dire quelques pourcents plus chers que nous, qui sont venus, qui ont dit voilà, moi je vais faire la cabine du propriétaire, le grand salon, le upper salon. Bon, par contre, les cabines invitées, c'est chiant, c'est petit, c'est compliqué à faire. La timonerie et la cabine capitaine, ça m'intéresse pas. Il s'est servi et derrière, on nous a proposé, nous Français, entre Chantier Baudet et nous, de nous battre pour les miettes. Ce qu'on a refusé de faire. Mais à l'arrivée, le client a écouté son designer et le chantier naval français n'était même pas présent au moment des délibérations. C'est-à-dire que le client et le designer ont demandé aux représentants du chantier de sortir de la salle en même temps que les fournisseurs. Et ensuite, on nous a rappelé pour nous dire voilà, bon, voilà comment ça va se passer. Et ça, jamais un architecte français n'oserait le faire dans ce milieu-là. Je ne sais pas si tu le ferais. Vous n'avez pas intérêt à dire, vous n'avez pas à dire oui. Une réaction ? Non, mais évidemment non, mais on n'est pas dans le même cas de figure. Enfin, je ne sais pas pour Jean-Marc ou pas, mais c'est effectivement comme ça que ça se passe, ou que ça peut se passer, en tout cas, pas tout le temps le cas. Non, j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, certaines personnes, certains architectes, designers plutôt, on va dire, peuvent se le permettre. Moi, j'appelle ça les stars du design. Alors, ils sont anglais, c'est le top 5 mondial, quoi. Et ils sont anglais, italiens, un français dedans quand même, actuellement, installé à Londres récemment. Mais voilà. C'est qui ? C'est Rémi Tessier. Rémi Tessier qui a une grande signature, qui est quelqu'un qui a un coup de crayon incroyable, hein, c'est vrai, hein, grand talent. Mais bon, voilà, honnêtement, nous, on n'est pas dans la même catégorie. On est en gros en fin de première division ou milieu de première division. Eux sont en tête pour le Champions League. Pour la Champions League, voilà. Mais du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez essentiellement à l'export, même quasiment qu'à l'export. Donc, du coup, vous fonctionnez comment ? Vous arrivez quand même à donner des marchés à des fournisseurs français, ou comment vous arrivez à... C'est très difficile, justement. C'est excessivement difficile pour les mêmes questions dont on parlait tout à l'heure, le coût. Nous, on se bat aujourd'hui avec les chantiers pour lesquels je travaille sont en Turquie. Il faut être clair, le coût de l'heure là-bas d'un ouvrier qualifié, c'est 10 € de l'heure. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Chez nous, si on est à 40, c'est pas mal.
Donc voilà, pour tout ce qui est main-d'œuvre, on a énormément de mal à proposer des entreprises françaises. C'est le cas quand même. On y arrive. Les entreprises françaises peuvent être compétitives. C'est le cas en l'occurrence. Mais c'est très très difficile de se battre, notamment en termes de prix avec la Turquie. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens. Moi, je n'ai pas de solution pour proposer d'autres entreprises françaises, des entreprises françaises compétitives, quoi, même si à chaque fois on les propose. Ouais, ouais. Je ne serais pas tout à fait, je suis pas d'accord avec lui, surtout au niveau du coût, puisque ces chantiers-là, en effet, piquent des commandes aux Français, parce qu'ils arrivent à sortir des bateaux 40% moins chers peut-être, mais à l'arrivée, ils font quand même appel pour toutes les prestations qui vont finalement donner le ressenti global de qualité du bateau, c'est-à-dire la peinture. Ils font appel aux mêmes entreprises que les chantiers français, qui sont essentiellement maltaises ou grecs, parce qu'il n'y a pas de Français qui veulent les faire. C'est même pas une question de prix, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Français à vouloir faire de l'enduit dans les conditions où ils travaillent, c'est tout. Et ensuite, les entreprises d'aménagement intérieur, y compris en Turquie, alors c'est sûr, ils font des économies en faisant faire les zones équipage et la timonerie et la zone capitaine par des entreprises locales. Ça leur permet de faire un delta de quelques centaines de milliers d'euros qui sont à l'arrivée dans la marge. Et donc c'est sûr que c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais toutes les zones qui sont dédiées à l'armateur et à ses invités sont quasiment tout le temps sous-traitées à des entreprises qui ne sont pas issues du marché turc pour l'instant. Donc on retrouve, nous, systématiquement en concurrence avec des Allemands, des Italiens, des Autrichiens. Et ces gens-là ont des taux horaires. Alors, en Allemagne, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi depuis 20 ans en Allemagne dans notre métier à créer une marque. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on travaille pour des designers, on est dans l'ombre des décorateurs, on essaye de faire le mieux qu'on peut ce qu'ils nous demandent de faire. Quand on nous demande de faire du pas beau, on le fait bien, mais on n'en juge pas. Et on n'est pas une marque. Atelier du Marais, ça ne veut rien dire. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on a autant de mal à se vendre à l'étranger. C'est que Atelier du Marais en anglais, ça ne donne rien, quoi. Et Faut changer de nom. oui, mais sincèrement, j'ai travaillé dans une autre société avant qui s'appelait Rémi Jam Ébéniste. On a développé une activité spéciale yachting. On l'a appelée James Ultramarine. C'est clair, parce que Rémi Jam Ébéniste, ça ne marchait pas dans le yachting. Et oui, alors il faudrait qu'on s'appelle Marine Interiors ou je ne sais pas quoi, mais voilà. Et donc il y a des Allemands qui ont créé une vraie marque. C'est-à-dire qu'ils sont tellement présents depuis 20 ans que ce qu'ils vendent, c'est même plus de la qualité, c'est une image de marque. C'est-à-dire qu'on sait que les intérieurs faits par Metrica, entre autres, par exemple, ou Die Hollenberger, ça vaut plus cher. Enfin, c'est de la valeur ajoutée sur le prix du bateau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là, parce qu'on n'est pas des métiers très rémunérateurs, donc ils ont été chercher des solutions pour se recréer de la marge en montant des usines ailleurs qu'en Allemagne. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui commencent à avoir une réputation qui est un petit peu sulfureuse parce qu'ils vendent du turc au prix allemand. Ça ne dure jamais très longtemps. Ça qui ne veut pas dire que le turc n'est pas bien. C'est que le client, il a acheté de l'allemand. Et s'il s'en rend compte, ça l'énerve. Mais tout ça pour dire que moi, je me suis retrouvé sur ces marchés-là en concurrence avec des gens où le prix est important, c'est sûr, mais le dernier 63 mètres que j'ai chiffré, je l'ai perdu, pas pour une question de prix, puisque le client est allé chercher un Italien plus cher qu'un Français, contre l'avis du chantier qui avait tout intérêt à travailler avec moi, puisque lui, il avait vendu forfaitaire. Donc, s'il pouvait acheter 10 au lieu de 12, il était content. Et le client anglais a choisi les Italiens juste parce qu'il estimait qu'Atelier du Marais avait un défaut de notoriété. Uniquement pour ça. Alors qu'on a fait l'Orient, quand même, devrait s'en souvenir, on a fait le Kogo, qui est aujourd'hui le plus gros yacht construit en France, 76 mètres, avec une signature Terence Zidel, qui fait partie du top 5 des grands designers d'intérieur de méga yachts. À l'époque, chantier français, voulant faire un bateau français, a réussi à imposer un sous-traitant français sur les 3 agenceurs intérieurs qui étaient sur le bateau. Il y en a un qui était français, nous, parce que le chantier l'a imposé en disant on voudrait quand même un petit peu de français dans ce bateau français. Le bateau a été reconnu comme étant très beau et la qualité du travail des Français comparable à celle des Allemands. Mais aujourd'hui, vous demandez à Terence Diesel qui a fait le bateau, c'est pas nous. Il ne sait plus. Enfin, ici, il se souvient du nom des Allemands. Vous vouliez réagir tout à l'heure
Non, non, non. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et puis après, parce que l'heure a filé, évidemment, on a redépassé. Juste une petite question sur, d'abord, est-ce que le chantier peut gagner sa vie en faisant du yacht et comment ça se passe au niveau de la commande? Est-ce qu'il y a des critères de spécification, de finition? Parce que l'aménagement intérieur, en fonction du designer, par rapport à la commande, ça peut évoluer beaucoup. Est-ce que le chantier est capable de proposer un prix qui ne va pas varier ou qui saura imposer les suppléments et les modifications? Disons que déjà, il y a une chose qui est assez commune sur les gros chantiers, c'est-à-dire les grands projets. Le chantier naval, sous-traitant à peu près 80% ou 60% de la valeur finale du bateau, il externalise 60% des risques. Donc déjà, il a un rôle contractuel pour essayer de maintenir le bateau dans son prix, mais finalement, si les travaux sous-traités, en particulier l'aménagement intérieur, s'envolent pour des délires d'architecte, c'est au project manager de l'agenceur d'essayer de revenir dans le cadre, ce qui n'est pas toujours évident. Et tout à l'heure, vous avez vu, CNB vous a présenté Crisco, qui est une magnifique réussite technique et architecturale. Je ne suis pas sûr que c'était une magnifique réussite financière. En tout cas, je sais combien je l'avais vendu, je sais à combien je l'ai pas eu, et je sais à combien il a coûté à mon concurrent, qui pour une fois m'a rendu un grand service en me piquant cette commande. et on est très souvent... Alors on a tous des blagues qui disent qu'on connaît plein de mecs qui sont devenus millionnaires en faisant des yachts, c'est parce qu'ils avaient commencé milliardaires. Et c'est vrai que c'est nécessaire pour l'image de marque de certains chantiers, mais la seule solution, à mon avis, pour gagner de l'argent dans ce métier-là, c'est de ne faire que ça. Et nous, qui sommes des pluridisciplinaires, on n'y arrive pas. Le jour où on aura la capacité de faire 100% d'yacht, je pense qu'on pourra gagner de l'argent parce qu'on mettra en place des automatismes et une certaine image de marque qui nous permettra de gagner de l'argent. Mais moi, en 2004, quand à l'époque, les Hollandais avaient 3 ou 4 ans de délai et se permettaient de dire aux clients, le délai, ce sera quand on aura fini et le prix de revient plus 20%, les Hollandais venaient chercher des entreprises françaises pour essayer de pallier ce manque de disponibilité de leurs sous-traitants. Et j'ai eu la chance d'être emmené par un des grands architectes hollandais qui s'appelle André Huck, là-bas sur place, pour visiter mes concurrents hollandais. Et je lui disais, mais tu vas me présenter comme qui? Je suis un broker, je suis un capitaine, je suis un client, je suis un collègue à toi. Il dit, non, je vais te présenter comme un agenceur français à qui on veut montrer la qualité qu'on attend de lui, puisque eux, de toute façon, ils ne peuvent plus prendre le boulot qu'on leur amène, ils sont complets. Tu vas visiter leurs ateliers pour qu'ils te montrent ce qu'on attend de toi. Et moi, je me disais clairement qu'ils allaient me fermer la porte sur les doigts. Hein. Ils m'ont ouvert les portes, grand ouvert les portes de leurs ateliers, de leur bureau d'études. Ils m'ont dit, vas-y, assieds-toi, mon gars, regarde, fais ce que tu veux. Quand je suis parti, j'ai passé 3 jours là-bas. Quand je suis parti, je les ai remerciés de leur ouverture d'esprit et ils m'ont tapé sur l'épaule en me disant, t'inquiète pas, petit, tu seras à la retraite avant que j'ai compris. Je serai à la retraite, avant que tu aies compris. Et voilà, et c'est tout. C'était l'image qu'ont les Hollandais de nous. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné la définition de ce qu'ils disent, enfin, ce que nous, on appelle à tort le travail d'arabe. Chez eux, c'est la coupe à la française. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire les Italiens font moins bien que nous. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on est toujours les Italiens de quelqu'un. Hein. Et on n'a pas réussi, les Français, à trouver notre place dans ce marché-là, où on a des compétences pour faire des très grands bateaux. On est reconnu pour faire des bateaux de plaisance comme les leaders mondiaux. Et entre les deux, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se placer. Je partage l'avis de Marc, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai un point de vue sur le sujet. C'est qu'en France, on le sait tous, on n'a pas une culture. Les Français n'aiment pas beaucoup ni l'argent, ni le luxe visible. Et au fond, je pense qu'on est un pays d'ingénieurs. On fait des bateaux et des coques et des conceptions formidables. On est des sportifs formidables, donc on peut faire des bateaux de compétition, mais naturellement, on est moins à l'aise sur des chantiers de grand luxe et avec des clients qui ont des exigences très reconnues dans des pays du nord de l'Europe, ou d'ailleurs en Turquie sans doute. Et en France, un client se sent moins bien traité, il a le sentiment qu'il ne va pas être très sûr des délais qu'on va lui donner, qu'il peut y avoir des dérapages qu'il y a
Il y en a un qui m'a dit un jour, moi je suis venu 2 fois surveiller un chantier qui était à Bordeaux, et manque de peau pour lui, il est arrivé 2 fois des jours de grève à Roissy, il venait de loin. Il dit, moi je ne retourne pas faire un bateau en France dans ces conditions. Et ce tissu général est très préjudiciable à l'industrie nautique de luxe. Je pense que il faut savoir que les clients qui se font faire des bateaux à ces prix-là, ce sont des jouets. Il y en a 3 qui m'ont dit très clairement, il faut bien que vous compreniez que pour nous, toute la période de construction, c'est un plaisir. Venir au chantier, ça doit être un plaisir. Pouvoir changer éventuellement de point de vue dans la mesure évidemment du possible, ça fait partie de notre jouet qu'on achète. Eh bien, si on se fait rembarrer parce que ça arrive trop tard, cette demande, ou parce que quand on arrive, on s'aperçoit qu'on est un peu... Bon, on est certes le client, mais pas plus que ça. Eh bien, ils n'ont pas cette perception, ils n'ont pas ce traitement quand ils vont aux Pays-Bas, en Allemagne, probablement en Turquie, que je ne connais pas. Et je pense que ça, c'est spécifiquement français et que c'est un vrai problème de relation avec les gens qui ont de l'argent que nous ne savons pas très très bien traiter, à mon sens. On va déjeuner. Merci à vous. Merci à tous les 3. On reprend à 14h30.